Bonjour, je suis Bob Zombie, je suis blond, je suis plutôt beau gosse derrière ce masque, et là je viens de me rendre compte que j'ai pas choisi le bon endroit pour vous parler de comics. Alors je vais envoyer le générique, et on se retrouve tout de suite après dans un endroit plus approprié. Philippe, je sais où tu te caches. Non, Abdel remplacé. Abdel remplacé. Ça va pas. Ta gueule! Aujourd'hui, bande de petits vénards, on va se faire pouic avec du méga vintage, puisque je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. Aujourd'hui, on va se toucher le tralala avec le Marvel 8 datant de novembre 1970, et dans lequel on peut lire la première aventure du vilain Mysterio, opposé à ce bon vieux Spidey, mais aussi des histoires des 4 Fantastiques et du Captain Marvel. Je me permets de refaire cette vidéo car YouTube me l'a bloqué à l'époque où je l'avais sorti, il y a environ 3 ans, pour de basses raisons de droit d'auteur. Alors je la ressors aujourd'hui pour effacer cette nouvelle machination orchestré par le grand capital et l'impérialisme yankee. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Non. Regardez cette couverture méga kitsch qui sent bon l'eau de Cologne et la naphtaline. Je ne vous cache pas que j'avais encore envie de faire un zoom sur cette première apparition colorée et chatoyante d'un vilain et ennemi de l'araignée, ma foi très apprécié des lecteurs à ce que j'ai pu en lire dans vos commentaires passionnés. Et on va donc commencer par cette aventure, si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas d'ailleurs. L'aventure est tirée de l'Amazing Spider-Man numéro 13 de juin 1964 et s'intitule The Menace of Mysterio, qui est écrit par Stan Lee et dessiné par Steve Ditko. Bon, on ne va pas niaiser comme des Géraldine, mais c'est la première confrontation du vilain avec Spidey, et on se rend compte très vite que ce Mysterio est vraiment balèze. Il se fait passer pour Spider-Man, et il commet des délits avant de demander à l'infect J. Jonah Jameson de l'aider à défier Spider-Man. Il n'y a pas à dire, ses pouvoirs d'illusion sont très efficaces, car il est capable d'annuler le sans radar de l'araignée, ouais, rien que ça. Ce que j'aime beaucoup, dès la première apparition du vilain, c'est que Stan Lee fait une véritable critique du genre super-héros, et ceci est plutôt original et couillu pour un mec qui en vit. Dès la première apparition de Mysterio, il est déjà décrit comme ayant l'air ringard avec son polyéthylène vert sur la tartiflette et portant un bocal à poisson sur la tête. Stan Lee a de l'humour. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, c'est une époque où les méchants de bande dessinée ont besoin d'avoir une identité secrète au risque de ne pas être crédible. Ça le fait de ne pas savoir qui ils sont. Enfin là, le bocal sur la tête, ça va être dur de faire dans la crédibilité, vous ne trouvez pas ? Non. L'un des points forts du récit est le doute qui commence à habiter Peter Parker qui hésite et débite. Il est d'ailleurs si fatigué et désemparé qu'il croit en fait qu'il pourrait avoir une double personnalité et qu'il commet des délits pendant qu'il dort. Un passage important dans la version originale nous montre qu'il va carrément consulter un psychiatre. Et ben pas chez Lug qui fait sauter toutes les cases correspondantes alors que c'était pourtant l'accroche de la couverture. Tenez, regardez, c'est écrit ici quand même. Et ben Lug a enlevé toutes les cases correspondantes. D'ailleurs, comme j'avais rien à faire de mes journées, je me suis amusé à compter les cases manquantes et sachez, cher geek intéressé, qu'il manque 11 cases à cette histoire dans ce Marvel numéro 8, pourtant joufflu. Oui, je me suis fatigué à les compter. Côté affectif, c'est toujours les feux de l'amour entre Peter, Betty, Liz et Flash. J'ai remarqué, en feuilletant les épisodes de cette époque, qu'à chaque fois que Betty et Liz sont dans la même pièce, le dessinateur s'amuse à faire des nuages de mots dégoulinants. Enfin, dans la version originale, parce que chez Lug, on a préféré ne pas faire couler une bielle à la censure cato bolchevique. Au final, Spidey va vaincre Mysterio, le livrant même à la police, avec en prime une confession enregistrée selon laquelle il a cherché à faire accuser Spidey. Beaucoup de fans du vilain à tête de bocal estiment que la première rencontre de Spidey avec Mysterio a été une véritable opportunité manquée, car au premier abord, les pouvoirs de Mysterio semblaient vraiment magiques. Il peut voler ou arrêter les toiles d'araignée dans les airs. Et tout ceci aurait pu être mystérieux si les dialogues de Stan Lee n'avaient pas tout gâché. Car dès le début, Spidey s'interroge sur de telles capacités et il devine avec une perspicacité et une précision qu'on ne trouve plus chez les jeunes toutes les astuces que Mysterio utilise. Aurait-il des chaussures aimantées, dit-il, alors que dans la VO, il dit « Je parie que ses bottes sont magnétisées ». On apprend aussi qu'il asperge les toiles de Spidey d'un acide pour qu'elles se vaporisent. Ce qui fait que lorsque Mysterio révèle ses tours de passe-passe, comme tous les méchants cons qui révèlent leur plan, il n'y a plus de surprise pour le lecteur puisque Spidey a déjà tout deviné. Et cela enlève au mystère de ses capacités qui étaient sensationnelles avant de se rendre compte que c'est juste un gars qui est doué pour les effets spéciaux. Mais je papote et le temps passe. Passons à présent à la suite du contenu en un seul mot de cette revue toujours aussi chatoyante et velue. Ce Marvel numéro 8 publie aussi 2 épisodes des 4 Fantastiques. Le premier est tiré du Fantastic Four numéro 35 de février 1965 et il est écrit par Stan Lee et Jack Kirby. L'épisode est intéressant car il nous montre la première apparition de l'homme dragon. Cette créature a été créée par un professeur d'université d'État qui avait l'étrange lubie de vouloir créer un dragon extrêmement grand et cracheur de feu et surtout de vouloir le faire vivre à l'aide d'une roche extraterrestre. Malgré l'avertissement de sa hiérarchie qui lui a interdit à plusieurs reprises de travailler sur ses expériences insensées, il ne semble pas vouloir s'en empêcher. Et la créature prend vie à cause du méchant appelé Diablo qui, bien sûr, le tient sous son contrôle. Surprise, motherfucker.
motherfucker. Et alors, comme par hasard, les 4 fantastiques sont sur le campus où se passe le drame, car Reed a été invité à donner une conférence. Cette année, Jack Kirby base l'homme-dragon à la fois sur le monstre de Frankenstein et sur King Kong. Cette créature artificielle créée en laboratoire est attirée par les jolies femmes sensibles. Et ça marche avec les moches? Bah, je crois pas, non. Bon, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec le film King Kong quand on regarde le dénouement de l'intrigue, puisque Jen, enfin Sue dans la version originale, est capable de maîtriser l'homme-dragon parce que, comme King Kong, elle se rend compte qu'il n'est qu'une grosse bébête capable de bonté, mais victime de la bêtise humaine. On notera dans cet épisode des apparitions du Professeur X et de l'antipathique Cyclope, qui passaient par là pour enquêter sur ce qui sera en fait une fausse piste sur un mutant. Il y a aussi Peter, qu'on connaît par cœur, qui se fait molester verbalement par la torche humaine et la chose. Et quand tu lis ces cases, tu te rends compte que ce sont vraiment des gros cons eux aussi. Dans le genre méprisant et péteux, ils font fort sur cette case. Il doit vraiment y avoir un nid d'abrutis patibulaire, mais presque, avec cette tête d'ail de Cyclope dans les parages. C'est pas possible. Tu m'étonnes. Puis le Marvel 8 nous propose une seconde aventure des mêmes auteurs faisant entrer en scène les Terrifiques. L'histoire est tirée du Fantastic Four numéro 36 de mars 1965. Les 4 Fantastiques se la pètent devant les caméras car Reed et Jen annoncent leur fiançailles. Il est intéressant de voir que les 4 Fantastiques sont des célébrités à l'époque et qu'ils font dans le people. Tu t'attends à voir Closer débarquer. C'est cocasse quand même, hein, vous ne trouvez pas? Non. Et pendant ce temps-là, dans un recoin complice, le sorcier et son ancien allié, le piégeur, que Lug appelle comme en VO Pet Potcoll, s'associent à l'homme sable pour tenter de péter le stick aux fantastiques. S'associant à Medusa, ils forment les 4 Terrifiques. Bon, en gros, les 4 vilains ont décidé d'être le pendant maléfique des 4 fantastiques. Et de tous les ennemis que les fantastiques ont affrontés jusqu'alors, les Terrifiques ont été les plus près de les battre. Ils les ont littéralement acculés, et j'ai bien dit acculés au sol. Et c'est ainsi que la chevelure vivante de Medusa apparaît pour la première fois dans l'univers Marvel à l'occasion de cet épisode. Franchement, il est clair que les 3 mecs se moquent d'être le pendant maléfique des 4 fantastiques. Ils veulent juste pécho une meuf. Sinon, comment expliquer que l'homme sable dit qu'elle est parfaite pour l'équipe sans même avoir vu une démonstration de ses pouvoirs? On voit aussi comment le sorcier conçoit un costume de puissance pour lui-même, alors qu'auparavant il était juste un scientifique fou avec des gadgets assez aléatoires. Il en est de même pour le piégeur alias Pet Potcoll, qui change aussi son costume, passant du vert à un violet identique afin qu'il puisse faire correspondre ses couleurs à celles de l'équipe. À l'occasion des fiançailles de Reed et de Jen, on voit beaucoup de super-héros de l'univers Marvel venir jouer les piques-assiettes, même si on n'y voit pas Daredevil. Il y a les Vengeurs dans le fond de la pièce. Je ne sais pas pourquoi Henry Pym est dans sa tenue Pré-Tell to Astonish numéro 65 Giant Man. On voit aussi Rick Jones qui a l'air de se faire chier grave sans Hulk. Tel que c'est formulé dans la bulle, on a vraiment l'impression qu'il est le mignon de Banner. Et puis, il y a même le professeur Xavier avec les X-Men. C'est juste que le chauve en costume ringard d'un étudiant en technique commerciale fait un peu tâche au milieu de tous ces guignols costumés, surtout avec sa boule à zéro. En plus, ce Bonjour Tristesse sourit pour une fois, et moi je me méfie toujours des chauves qui sourient. C'est un chouette trait d'esprit que tu nous fais là, gros. Bon, il faut que vous le sachiez, dans la version originale, parce que chez Lug, on a effacé la bulle en question, Iceberg et les X-Men font semblant de ne pas connaître Xavier, et ils lui proposent de lui appeler un taxi pour qu'il retourne chez lui. Ce qui est une connerie monumentale, car Xavier est capable d'effacer la mémoire de tous les gens présents dans la pièce, et il n'a donc pas besoin de jouer au faux semblant. On voit aussi Spider-Man, qui n'a pas été invité non plus, mais qui trouve le moyen de voler une part de gâteau. Bon, ok, le gars est un étudiant fauché, mais il faut qu'il arrête de voler de la bouffe des gens, quoi. Il est assez coutumier du fait, hein. Dans la case que nous allons étudier, on a une compile de bourdes. Comme dit la femme que j'aime, il se passe beaucoup de choses là quand même. L'une des premières bourdes des auteurs de cette case, c'est quand Ben demande à Alicia qui est le chauve présent à la fête. Est-ce qu'il s'attend vraiment à ce que sa copine aveugle le reconnaisse? Sans compter que c'est stupide de poser cette question, sachant que Ben a déjà rencontré Xavier dans l'épisode précédent. Ou alors cela veut dire que Xavier a effacé l'esprit de Ben après le Fantastic Four numéro 35. Et puis on a quand même Alicia qui, malgré sa cécité, est capable de répondre immédiatement à Ben que Xavier est aussi brillant que Reed. Mais comment elle peut le savoir, vu qu'elle ne le voit pas? Ouais, c'est pas faux. Bon, et puis on voit clairement que Johnny Storm assiste à la fête, sauf que lorsque les Terrifiques passent à l'attaque, Kirby ne le dessine pas en train de les combattre. Et c'est Stan Lee qui doit rapidement couvrir son dessinateur en faisant déclarer à Sue qu'il vient de partir. Du moins dans la version originale, car dans la version française, Lug a effacé cette bulle, donnant encore plus de visibilité à cette bourbe. Pour le reste, on a des méchants vraiment cons. Au lieu de simplement tuer les fantastiques, le sorcier préfère les attacher à des disques d'antigravité pour qu'ils flottent dans l'espace et qu'ils y meurent étouffés. Ce qui leur assure, à coup sûr, le temps de s'échapper. Et puis c'est con, car le sorcier les lie tous ensemble au lieu de les coller individuellement à un disque, ce qui augmente encore leur chance de trouver un moyen de se sauver et de revenir pour perforer le fion à leurs ennemis. Non, le sorcier n'est pas franchement motivé pour les tuer. Et puis regardez, il y a quelques cases où vous voyez qu'il y a une longue corde qui relie chacune de leurs jambes. Il est vraiment nul comme assassin, comme bien des assassins de l'époque, me direz-vous. C'était la mode à l'époque. Je
finirai sur les pouvoirs des aveugles de l'univers Marvel. Alicia n'a pas les super pouvoirs de Daredevil, mais elle est toujours capable de se faufiler dans la pièce occupée par les terrifiques, de trouver le corps inconscient de Jane qui gît, du verbe gésir, sur le sol, de saisir le pistolet lance-fusée de Jane, de l'assembler, de trouver une fenêtre et de tirer la fusée pour avertir Johnny, et tout cela bien évidemment en évitant les gratte-ciel à proximité. Alors ça, moi, j'adore. C'est ce qui fait le charme de la BD. Et mon dieu, je ne peux m'empêcher de regarder cette case et la coupe de Jane. Mais oui, regardez, elle a une tête de bite. Vous savez que maintenant que je vous ai fait remarquer ça, vous ne pourrez plus regarder cette image autrement. J'irai plus vite sur l'épisode du Captain Marvel écrit par Arnold Drake et dessiné avec le cul par Don't Hake, parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. C'est assez inconsistant comme une vidéo de Tatiana Ventose. À commencer par la supposée petite tension romantique entre Carol Danvers et Marvel, mais cela ne fonctionne pas, en particulier parce que nous savons, et pas seulement de Marseille, que rien n'en sortira après, et surtout parce que Marvel semble avoir environ 30 ans de plus qu'elle. Alors après, je vous avoue que je n'ai rien compris au niveau de l'histoire. Ce grand échalas de Marvel va dans un laboratoire et essaye de convaincre un scientifique cinglé, j'ai pas failli le dire le truc, un scientifique cinglé, de ne pas faire des bêtises impliquant un miroir géant flottant dans l'espace qui exploite l'énergie du soleil et qui lance apparemment une attaque sur Saturne. L'expérience libère Solam, j'ai pas compris pourquoi, une sorte de monstre solaire qui absorbe de l'énergie, qui le fait grossir comme mon beau-frère. Au final, Solam est vaincu, comme mon beau-frère, mais le super réseau a attiré l'attention de Quasimodo. Et alors là, attention, il paraît que la dernière case a été dessinée par Jen Collan, et ça n'est vraiment pas génial, à tel point que dans les années suivantes, ce dessin est devenu auprès des fans un classique des monstres ratés de chez Marvel. Une sorte de Krenos Monster de la bande dessinée. Bon, voilà, pas de quoi non plus démouler une terrine au final quand on parle de cet épisode. Je tenais, du verbe tenaiser, à vous ressortir cette vidéo autrefois censurée par le grand capital, parce que ce Marvel numéro 8 mérite quand même le détour pour son contenu en un seul mot, très hétéroclite, avec sa dose de kitsch et les premières apparitions de personnages importants de l'univers Marvel, entre les Terrifiques, l'Homme-Dragon ou Mysterio, et on a quand même du lourd, comme ma planète. Je vous remercie pour votre attention, laisse pause blow, même si tu n'as pas aimé cette vidéo, ça veut dire que t'as mauvais goût, n'achetez pas chinois, et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles chroniques vintage évoluées. A bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Ramsey. Abdel Ramsey. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.